Voilà l'énigme Magda Goebbels, ce contraste insoutenable entre ce bonheur apparent et l'horreur des crimes nazis. Comment une mère peut-elle en venir à supprimer ses 6 enfants? Est-ce un cas limite de fanatisme, comme le suggère l'auteur de ce documentaire exceptionnel qui fait partie de nos invités? Bonjour à vous Antoine Wittkin. Bonjour. Face à vous, un autre réalisateur et écrivain. Bonjour Michael Prazan, auteur de plusieurs films sur cette période. Nous accueillons aussi Gérard Haddad. Bonjour, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Vous avez travaillé notamment sur les ressorts du fanatisme. Je fais que ça. Et bonjour à vous François Delplat, historien de la Seconde Guerre mondiale, spécialiste notamment d'Adolf Hitler. Parmi vos nombreuses publications, on trouve un livre sur Hitler et les femmes, les tentatrices du diable, paru en 2005. On aura l'occasion d'y revenir. Je le disais, il y a quelque chose d'insoutenable dans ce que nous venons de voir. Et je voudrais commencer par ça. Réaction peut-être d'abord très personnelle à ce que nous avons vu. Qu'est-ce que ces images suscitent chez vous, Michael Prazan, si l'on en reste d'abord au registre de l'émotion? C'est c'est un film remarquable qui met les pieds dans le plat, qui apporte finalement de l'eau au moulin de ce que nous savons déjà et en même temps qui essaye de percer un mystère mais qui, je crois, n'est pas complètement perçable en réalité. Pour diverses raisons et qui tiennent aussi à la singularité du personnage, parce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer dans les phénomènes de masse, dans l'adhésion à un système totalitaire, et puis ensuite au fait effectivement que les gens se laissent embarquer dans le pire. Et je crois que la question de l'effet de groupe est fondamentale au sein de ça, on y reviendra certainement. Mais moi, ce qui me frappe dans le film, et ce que montre véritablement le film, c'est l'inversion des valeurs, c'est-à-dire à quel point ce mot de fanatisme qui revient, qui ponctue un peu le film, et qui marque en réalité la personnalité et la psychologie de Magda Goebbels, est une valeur positive dans le cadre du nazisme. Alors que chez nous, évidemment, c'est le pire danger qui nous guette en réalité. Donc on voit bien là, si vous voulez, à la fois la proximité et le gouffre immense qui nous sépare de ces individus et de cette époque-là. Gérard Haddad, comment vous sortez-vous de ces images que nous venons de voir? Écoutez, c'est des images qui vous retournent, qui vous renversent, parce que je crois qu'aucun dramaturge, Shakespeare lui-même, n'aurait inventé une histoire pareille. Cette Magda que je connaissais de nom, j'avais vu d'autres reportages, il faudra revenir à mon avis, c'est presque secondaire, le fait qu'elle ait tué ses 7 enfants. C'est une personne qui était très liée au monde juif, elle adorait son beau-père. Elle a été la maîtresse, le grand amour de sa vie pour une des personnalités les plus importantes du mouvement sioniste, qui s'appelait Arlosoroff. Tout ça, je le connais, je ne le savais pas. Arlosoroff, c'est le nom si vous allez en Israël, il y a toutes les grandes villes ont une avenue Arlosoroff. François Delplat, il y a dans l'actualité et dans l'histoire des mères infanticides, et pourtant, évidemment, Magda Goebbels, c'est un cas complètement unique. On ne se trompe pas en disant cela. Non, et en même temps, c'est très emblématique de ce qu'est le nazisme. C'est un film sur Hitler, fondamentalement. Un film sur Hitler? Oui, ouais. Oui. Hitler satellise tout un ensemble de gens qui, sans lui, auraient mené des vies certainement plus banales et qu'on trouverait aujourd'hui plus estimables. Et avant tout, il est idolâtré par Magda Goebbels, comme par des centaines de milliers d'autres personnes à travers le monde. Et ça joue en particulier sur les Allemands et les Allemandes, c'est-à-dire qu'il y a une défaite, un abîme en 1918, et un prophète qui semble pouvoir faire appel de cette défaite. Mais il faut le suivre dans ses méandres, dans des choses qu'on ne comprend pas forcément et qu'on ne partage pas, notamment son antisémitisme exterminateur, absolument radical, qui est lui-même une chose nouvelle. Antoine Wittkin, vous avez fait un film sur Magda Goebbels, mais François Delplat dit que c'est d'abord un film sur Hitler, c'est d'abord en fait l'histoire d'une fascination. C'est l'histoire du nazi et le nazisme, évidemment, se rapporte à Hitler pour une grande part. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre la singularité de Magda Goebbels
et en l'occurrence de son geste final, et sa banalité, sa normalité. Et c'est un geste ordinaire pour une nazie en cela que le nazisme, les nazis, tue des innocents, en l'occurrence ce sont ses enfants, qui n'avaient évidemment rien demandé à personne, au nom d'idées. Et Magda Goebbels, en cela, est très nazie et tue des innocents au nom de ses idées. Et puis, il y a évidemment une singularité dans ce geste que j'ai essayé d'interroger. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, tout nazi est singulier par définition dans la mesure où il a un cerveau, et les nazis en avaient un. Et s'interroger sur ces raisons profondes, psychologiques, c'est aussi une manière de comprendre plus profondément des phénomènes qui nous renvoient évidemment à des phénomènes plus actuels que sur le fanatisme. Le fait qu'elle ait effectivement été élevée par un beau-père juif, qu'elle a aimé, qui lui a donné son nom, qu'elle a eu un amant qui était également juif, et d'ailleurs, entre parenthèses, si on fait de l'histoire-fiction, on ne peut pas s'empêcher de se dire que si elle l'avait épousé, comme d'ailleurs probablement elle le voulait, et si Arlosoroff avait survécu et qu'il était peut-être devenu un des personnages les plus importants d'Israël, voire le plus important dans la mesure où il était le concurrent direct de Ben Gurion, elle aurait pu non pas être la première dame du Troisième Reich, qu'elle n'était pas sur le papier, mais la première dame d'Israël. C'est vertigineux ce que vous nous dites. Alors c'est vertigineux, mais là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a rien de si vertigineux, il n'y a rien de si anormal à cela. La société allemande des années 20 et des années 30 est une société moderne, comme l'est notre société aujourd'hui, dans laquelle évidemment les gens se mêlent, dans laquelle personne ne devient nazi parce qu'il est prédestiné génétiquement ou pour des raisons mystérieuses à devenir nazi. Elle a des liens avec le monde juif. L'Allemagne est une société moderne dans laquelle les juifs sont insérés dans la société. Et donc, évidemment, lorsqu'elle devient nazie, il se passe ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle avait effectivement un beau-père juif qu'elle laisse mourir et un amant juif. On va parler maintenant justement de toute cette mécanique qui l'amène le fanatisme. Au fanatisme, la mécanique du fanatisme, et donc peut-être poser cette question qui est délicate, hein, de la comparaison avec des situations peut-être plus actuelles. Avant cela, je vous propose de regarder à nouveau un court extrait du documentaire, parce que si Magda Goebbels plonge dans le fanatisme nazi, c'est d'abord, semble-t-il, en tout cas c'est l'hypothèse avancée par l'un de vos confrères historiens, pour tromper l'ennui. Voilà, je voudrais qu'on regarde cet extrait. Au dîner mondain auquel se rend Magda ce soir-là, les nazis alimentent toutes les conversations, notamment celle de son voisin de table, un aristocrate. Une fois encore, ma fille, après avoir bu plus que de raison, se plaint. Elle dit à ses amis qu'elle n'en peut plus, que sa vie lui répugne. Le prince Aovi de Hohenzollern se penche alors vers elle. « Rejoignez-nous. Travaillez pour le parti, une fonction honorifique, un peu d'aide occasionnelle. Le temps passe plus vite et l'ennui disparaît. » Cette raison-là, on la trouve chez des dizaines de milliers de cas. C'était une manière de tromper la morosité ou la normalité démocratique, la normalité de la société de consommation telle qu'elle a été créée sous Weimar dans les années 20, pour une épopée de type héroïque offerte par les nazis. Vous insistiez sur l'effet de groupe, Michael Prazan, des dizaines de milliers de personnes qui, comme Magda Goebbels, s'ennuyaient sous cette République de Weimar dans l'entre-deux-guerres. Pour vous, cet ennui face à la normalité démocratique, c'est quelque chose de clé aussi ? C'est probablement vrai dans le cas de personnalités telles que Magda Goebbels, mais je ne crois pas que ce soit fondamentalement vrai. La République de Weimar est tout sauf ennuyeuse. Elle est extraordinairement agitée, et je crois que c'est la clé. Et Antoine Wittgen en a donné l'un des motifs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une société qui est extrêmement hétérogène. Et je crois qu'à partir de là, et c'est probablement un motif qu'on retrouve dans le cas de différentes bascules vers le totalitarisme, il y a une recherche d'homogénéité, il y a une recherche de conformisme, il y a une recherche de pureté. Et la pureté, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment au centre des régimes totalitaires. Et donc, il faut balayer cette hétérogénéité, il faut regrouper la société autour du même.
Et il y a une volonté, à partir d'un moment où finalement le mouvement de l'histoire devient inéluctable, où on va tous vouloir retrouver en autre le même. Et celui, la tête qui dépasse, eh bien, il faut la couper. C'est une évidence que je dis là. Donc je crois que c'est ça aussi dont souffre d'une certaine manière aussi Magda Goebbels. Et le passé qu'elle veut éradiquer, c'est ce passé hétérogène, ce passé cosmopolite, ce passé qui n'est plus en phase avec les aspirations d'un groupe, d'un homme, d'un peuple. Et tout ça fait corps dans l'Allemagne völkisch. Christian Ingrao, s'il avait été là, on aurait mieux parlé que moi. François Delplat, cette recherche d'une unité peut-être fantasmée de Magda Goebbels, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michael Prazan? Disons plus généralement, ce qu'on vient d'entendre me semble trop théorique et plaqué sur un concept de totalitarisme qui est lui-même très discutable. Et il me semble qu'il y a beaucoup à dire sur l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, sur l'Allemagne écrasée en 1918 tout en n'ayant pas vraiment le sentiment de l'être, avec la théorie du coup de poignard dans le dos. Dans les années 20, Magda, elle est avant tout femme d'un des principaux industriels et donc elle entend son mari sans doute tous les jours râler contre les Français qui sont en train de phagocyter l'économie allemande avec leurs réparations, etc. Il y a des rancunes terribles qui sont nées de 1918 et il y a ce mouvement nazi qui se met à grandir comme un champignon, en apparence à cause de la crise de 29, mais avec aussi d'autres facteurs, en particulier le plan Jung, les réparations, le fait que l'Allemagne, justement, elle entre en crise en 29-30, mais auparavant, elle a 5 ou 6 années de prospérité, et à ce moment-là, ça lui donne un élan très grand et une raison de revendiquer qu'on brise les chaînes de Versailles, et je pense qu'elle est prise... Enfin, il faut ajouter à tout ce qu'on dit psychologiquement, qui a sa valeur, il faut ajouter les préoccupations nationales qui sont de toute évidence quelque chose qui joue un rôle, même si elle n'est pas forcément très politisée au départ, elle est prise aussi dans un mouvement où les gens se politisent, et se politisent dans un sens nationaliste ou patriotique, comme on voudra. Moi, je pense qu'on peut dire les deux termes. Et s'ajoute à cela une fascination, ça c'est vraiment votre sujet, pour l'homme, pour Hitler. Et précisément, donc, le patriotisme s'accroche à un prophète qui surgit et qui semble capable d'entraîner des masses d'électeurs dont aucun parti n'aurait rêvé avant lui. Et à partir de là, avec aussi les grands meetings où il fanatise littéralement son auditoire, paraît capable d'unir l'Allemagne dans un processus de revanche, pas forcément militaire, mais pour rétablir la dignité du pays. L'égalité, ça c'est le discours d'Hitler, il n'est pas belliciste à ce moment-là, il est pour l'égalité. Et ça peut entraîner beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, qui ne lisent pas Mein Kampf ou pas trop, qui ne voient pas que ça mène inéluctablement vers une guerre de revanche, très précisément décrite, avec d'abord l'écrasement de la France. Tout ça va être complètement oublié pendant les années 30, et notamment par les dirigeants français. Et oublié sans doute aussi par Magda Goebbels, qui ne voit pas, tout ça. Gérard Haddad, vous voulez dire quelque chose? Là, on touche quand même ce phénomène psychologique qui s'appelle le fanatisme. Le fanatisme est la plus grande cause de malheur de l'humanité. Le fanatisme, c'est le nazisme, ça a été le stalinisme, c'est l'islamisme et c'est bien d'autres formes. Qu'est-ce que c'est que cette structure psychique dont les psychanalystes, à mon avis, jusqu'à présent, ne se sont pas beaucoup intéressés? Et moi, je vois dans le fanatisme, si vous voulez, la rencontre entre deux choses différentes. La première, c'est un discours. Tous les fanatiques tous les systèmes fanatiques ont un discours qui a des caractéristiques communes, et en particulier la question de la vérité. Ils ont la vérité absolue. Et toute personne qui est en dehors de cette vérité ne mérite même pas de vivre. Et la rencontre entre ce système idéologique et des personnalités à la structure particulière, personnalité narcissique, personnalité frustrée, si vous voulez. Le cas de Goebbels, c'est très intéressant. On apprend dans le film que c'était un intellectuel de second... Déclassé, c'est le terme. Très bon. Ouais. Or, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, si vous lisez Stefan Zweig, Le Monde d'hier, tous les grands intellectuels de l'Allemagne et de l'Autriche étaient juifs ou aimant les juifs comme Thomas Mann. Mais vous décrivez quelque chose qui est valable à l'échelle d'une personne, mais ce qui est... Mais la foule est faite de personnes.
Et ces mouvements fanatiques agrègent à eux des personnalités d'un certain type que j'ai essayé de décrire. Personnalités très narcissiques, déprimées, paumées, si vous voulez, et qui trouvent dans une exaltation, leur dépression est surmontée parce qu'ils trouvent dans ce discours cette exaltation après laquelle ils courent, un sens à leur vie, alors que jusque-là, la vie, les amants multiples qu'elle avait ne pouvaient pas satisfaire. Une femme demande autre chose. Elle avait cette fascination aussi, il faut le dire, pour le pouvoir. Elle l'avait, ouais, et ça c'est... Elle avait, avec Arlosoroff, qui était le grand patron. C'est-à-dire que l'ambition n'est pas pour rien dans ce parcours. L'ambition est fondamentale. Antoine Vitkin. L'ambition vient chemin faisant lorsqu'elle rejoint le parti nazi. C'est un groupe encore politiquement minoritaire, mais par la suite, l'ambition est centrale. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose, parce que ce qui entraîne, et puisque ça permet de comprendre peut-être aujourd'hui les phénomènes fanatiques dont on parlait, c'est effectivement, Michael Prazan, tu le disais parfaitement bien, il y a ce désir d'unité, folkisch, comme disent les nazis. Et pour Magda Goebbels en particulier, ce qu'elle, je pense, va chercher et va trouver dans le nazisme, c'est une identité. C'est une famille quasiment. Pourquoi ? Parce que le nazisme, et en cela il n'est pas le seul mouvement extrémiste à le faire, propose à ses membres, à ses adeptes, une identité collective. Le nazisme répond à une question dans un monde compliqué, effectivement hétérogène, qui est la société allemande de ces années-là, qui est une société, encore une fois, moderne et donc traversée par toutes les contradictions que nous connaissons également, propose une identité collective très simple qui revient à dire vous êtes les Aryens, vous avez vocation à dominer le monde et en tout cas vous n'êtes pas les autres. Alors qui sont les autres ? Là le nazisme rentre dans les détails. Une identité, une famille, c'est-à-dire quelque chose de rassurant pour une femme en l'occurrence, si on en revient à Magda Goebbels, dont le monde s'est effondré à plusieurs reprises. Le monde s'est effondré à plusieurs reprises et qui, je pense, a un problème. Encore une fois, je ne veux pas faire c'est jamais monocausal, si vous voulez, ce genre de choses, ou que je ne veux pas être trop simple, mais je pense qu'effectivement, elle n'a pas connu son père biologique, ou très peu, elle a été élevée par un autre, enfin, elle est ballottée, elle est née, ou elle a grandi, en Belgique, donc elle est ballottée d'un point de vue identitaire. Encore une fois, tous les gens qui sont ballottés identitaires ne deviennent pas forcément des fanatiques, loin de là, heureusement, et c'est le plus souvent une richesse, mais à ce moment-là, ça fusionne avec ce qu'est l'Allemagne, et juste une dernière chose, très vite, parce que cette notion d'ennui, je veux revenir dessus. C'est là encore une fois, ça n'est qu'un motif parmi d'autres, mais la raison pour laquelle, lorsque j'ai lu dans le témoignage de la mère de Magda Goebbels ce mot de ennui, pourquoi est-ce que j'ai sauté dessus et que donc je l'ai mentionné dans le film à côté d'autres choses, et en cela, je pense que je fais un écho avec aujourd'hui. Ça a fait titre parce que quelques années auparavant, j'avais réalisé un documentaire sur la montée du populisme en Europe, et je m'étais notamment intéressé à des sociétés du nord de l'Europe, en l'occurrence la Finlande et les Pays-Bas, où effectivement, très peu de chômage, dans le cas de la Finlande, assez peu d'immigration, ce qui est souvent un motif populiste, et puis, en tout cas, notamment dans le cas de la Finlande, une vie démocratique qui marche à merveille, comparée en tout cas à la vie politique française. Et lorsque j'allais poser la question à un jeune militant du parti des vrais Finnois, vous voyez là aussi la référence, je lui demandais mais comment se fait-il alors même que, voilà, il me disait... Parce qu'on s'ennuie, parce que ça marche trop bien. Alors, je ne veux pas faire de comparaison. Ouais. Encore une fois, faire un travail d'histoire, c'est réfléchir au contexte avant tout. Mais j'y ai vu un écho, et c'est la raison pour laquelle, effectivement... En fait, mais c'est très important. Michael Prazan, là-dessus, justement, ces mécanismes que décrit Antoine Vitkin, pour vous, ils sont encore à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés européennes, notamment ? Oui. Je crois qu'effectivement, le risque de la démocratie, c'est l'ennui. Aussi. Et donc, il y a un moment, il y a une pulsion humaine du grand chambardement, de renverser la table. Et c'est ce qui guette, au fond, toute démocratie, d'une certaine manière. Mais j'aimerais revenir sur la question du groupe. Et je pense que celui qui en a le mieux parlé, c'est quelqu'un de l'intérieur qui s'appelait Sébastien Hafner, qui a écrit un livre, pour moi extraordinaire, qui s'appelle L'histoire d'un Allemand, qui est un social-démocrate, un jeune magistrat qui voit monter le nazisme, qui n'est pas du tout antisémite, et à la fin, comme tous les corps constitués, est versé dans la SS, et il doit effectuer un stage de formation, à la fois idéologique, militaire, etc. Et là, il comprend ce qui se passe. Et il a cette phrase « J'étais pris dans le piège de la camaraderie ». Et c'est vraiment la camaraderie. Voilà, c'est vraiment le groupe, cet esprit de camaraderie qui va au fond, au bout d'un moment, façonner l'univers mental de ces gens. Et il est en train de se voir basculer, pris dans ce piège de la camaraderie. Et là, ça lui fait peur. On est en 1933.
il plie bagage et il va se réfugier à Londres. Mais je crois que de ce point de vue-là, quand on a quelqu'un qui nous raconte de l'intérieur comment se passent les mécanismes au fond de la radicalisation et puis de l'uniformisation des modes de pensée, et bien là on comprend un peu mieux ce qui s'est passé au sein de cette société. Et, pardon, Magda Goebbels a, pour rebondir, a adhéré à une aventure politique. Elle n'a pas adhéré à un mouvement mortifère qui allait la conduire à tuer ses enfants. Oui, une aventure. Elle a adhéré à une aventure C'est un idéal, le politique nazisme. qui lui était proposée. Voilà. Oui, je pense qu'il faut ajouter que Hitler joue beaucoup sur ce ressort de la camaraderie. C'est un manipulateur de la camaraderie. Il faut analyser toutes les structures, que ce soit les SS, les jeunesses hitlériennes, le mouvement des femmes, les jeunesses féminines, et puis le mouvement des femmes adultes et tout ça. Ce sont des choses qui sont pensées par Hitler lui-même, qui sont mises en place en trouvant des lieutenants, par exemple, pour les femmes allemandes, Gertrude Scholz-Klink, qui est un lieutenant choisi par Hitler pour organiser les femmes. Et à ce moment-là, il lui fait confiance et il la laisse organiser tout un tas de choses. De même Himmler pour les SS, de même Baldur von Schirach pour les jeunesses hitlériennes. Ça joue dans l'effet de groupe. Il trouve des chefs de groupe et il les laisse se débrouiller pour instaurer dans des groupes précis, dans des catégories professionnelles, d'âge, etc., de sexe, cette camaraderie. Et je voudrais ajouter, pour terminer, que le final, avec un E, du bunker de Berlin, il est ordonné par Hitler. Et la manipulation, elle est visible dans le film, quand le journal de Goebbels dit elle veut rester, et Hitler trouve que c'est pas une bonne idée. Non, mais il se fiche de qui? S'il trouve que c'est pas une... C'est lui le Führer, allez dehors. Non. Donc c'est pas une bonne idée, mais je prends et j'insère ça dans ma manipulation et dans mon final grandiose du bunker. Je voudrais qu'on parle un petit mot très rapidement. Pour l'ennui, ce que vous appelez ennui, moi je vois plutôt la menace de la dépression. Et aujourd'hui, nous savons, c'est la mode chez les psychiatres, nous avons les maladies bipolaires, les maladies... Et vous parlez d'ennui, moi je parle de dépression. Il y a autre chose que Hitler leur apporte, c'est le messianisme, le Reich de Milan. C'est une société auquel les chrétiens, les juifs et d'autres ont rêvé. Troisième point, je voudrais dire avant qu'on termine, cette camaraderie est très importante dont vous parlez. C'est la question de la fraternité. Les conflits fraternels dans la camaraderie sont sublimés. Il arrive à sublimer ce que j'ai appelé le complexe de Caïn, en réunissant les gens au-delà de leur rivalité. Je voudrais qu'on parle maintenant d'un aspect du film dont on n'a pas encore parlé, c'est la manière dont Magda Goebbels est utilisée par le régime dans le cadre d'une propagande qui est d'ailleurs, qui est assez surprenante, parce que les images que vous avez retrouvées et que vous mettez dans votre film, Antoine Wittgen, sont d'une qualité absolument exceptionnelle. D'un mot d'ailleurs, elles se trouvent où aujourd'hui, ces images? Vous les avez elles ont été restaurées, j'imagine. Elles ont été restaurées et elles sont conservées au Bundesarchiv qui conserve les images de ce type en Allemagne. Alors, autre époque, parce que je voudrais, avant qu'on parle de cela, vous montrer une autre archive. On est là à la fin des années 70, c'est une autre dictature, le Chili de Pinochet avec sa femme et leurs petits-enfants. Regardez. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amor. Es una casita muy linda y chiquita que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las patas y cruza un estero. Su Excelencia, señor presidente, perdóneme, pero para usted, ¿qué es la felicidad? Bueno, la felicidad la tiene uno con los nietos cada instante. Y la felicidad es poder disfrutar de estos aspectos humanos que son tan grandes. Me refiero a la felicidad privada, siempre. ¿Y para usted? Bueno, es justamente tener salud, poder disfrutar con salud y tranquilidad de
de nuestra familia, poder hacer las obras sociales en que estoy empeñada y que Dios siga dándole esta misma felicidad, esta misma tranquilidad al país que tenemos hoy. J'étais fort. Michael Prazan, c'est assez surprenant, un même type de situation, mêmes objectifs sans doute vis-à-vis de la population pour convaincre. Oui, bon là on est vraiment dans des images types de propagande, de bonheur familial, c'est des choses qu'on retrouve d'une dictature à l'autre. En plus on est dans le cas de dictatures sud-américaines qui ont été fortement quand même imprégnées aussi par le nazisme ou influencées. On aurait pu montrer les images de Perón et de Evita, on aurait eu des choses à peu près à l'identique, et puis on n'aurait pas su que derrière l'image, Perón était pédophile, fanatiquement pro-nazi. Voilà, donc c'est toujours un jeu de miroir, la propagande. Et d'ailleurs, Antoine Wittkin le sait aussi bien que moi, c'est l'un des pièges du travail que nous faisons, parce que les images qu'on utilise sont, d'une manière générale, sauf exception, des images de propagande. Donc notre travail aussi, c'est de déminer cet aspect propagandiste et d'essayer de voir ce qui se cache derrière l'image. Alors François Delplat, quel rôle ces images de propagande jouaient-elles dans les années 30, les images que l'on a vues dans le documentaire de Magda Goebbels et de ses enfants? Un rôle essentiel. Ça fait partie de cette mise en scène générale qu'est le nazisme. Mise en scène d'un peuple uni, d'un peuple sain. Et d'un bonheur familial idéalisé peut-être aussi? Oui, mais attention, par exemple, il y a un préjugé qu'on trouve assez souvent, c'est Kinderkirche, les enfants, l'église et l'école. Et on projette ça sur le nazisme, alors que c'est le conservatisme allemand qui professait ça. Et Hitler il n'aimait pas du tout qu'on envoie les femmes à l'église, ni même qu'on les cantonne aux enfants et à la cuisine. Parce qu'il voulait les politiser. C'est pour ça qu'il y avait un mouvement de jeunesse féminine hitlérienne qui était égal en nombre aux jeunesses masculines. On l'oublie toujours. Antoine Wittkin, il y a un point sur lequel le documentaire n'apporte pas vraiment de réponse, c'est le degré peut-être de consentement de Magda Goebbels à cette propagande. Est-ce qu'elle était consciente, là encore lucide, de la manière dont elle était instrumentalisée, elle et ses enfants? Je n'ai pas la réponse. Comme je vous disais, les sources sont lacunaires, donc il y a évidemment parfois plus de questions que de réponses dans cette affaire. Mais alors, mon sentiment est qu'elle était parfaitement consciente de cela et que c'était pour elle une manière très claire de servir le Troisième Reich et son Führer. Et c'était très valorisant par ailleurs, j'imagine. Et c'était très valorisant. C'est quelqu'un qui était, je pense, ivre de reconnaissance. En témoigne sa vie précédente. Ceux qui verront le film le comprendront pourquoi. Et donc, c'est sa manière d'être au cœur du pouvoir. Et en ce sens, elle joue évidemment un rôle important. C'est une manière d'humaniser ce régime. Tu le disais parfaitement bien. Et puis, également, pour tous ces régimes totalitaires, les enfants, c'est l'avenir. Et la mise en scène de sa nombreuse progéniture, puisqu'elle est l'une des rares femmes de dirigeants à avoir autant d'enfants, c'est une manière de mettre en avant ce que seront les futurs nazis. Et en cela, le fait qu'elle tue ses enfants au dernier jour du Troisième Reich n'est pas anodin. Moi, je crois que ça a été quand même sa déception, parce qu'elle a aspiré à autre chose. On le voit, il y a cet affreux mari qui est là de Goebbels, qui dit « c'est nous les hommes qui faisons l'histoire et les femmes à la cuisine ». Et ça, je ne suis pas sûr qu'elle ait apprécié. Je pense qu'elle a été... C'est peut-être une des premières fractures qu'il y a eu entre elle et le nazisme, et entre elle et son mari, qui va à partir de là la maltraiter d'une manière, le film l'illustre. Donc je ne suis pas sûr qu'elle ait tellement apprécié. Elle aurait voulu être autre chose, elle aurait voulu être ministre. Enfin, c'est probable. Elle a été roulée dans la farine. Donc les nazis ont voulu que les femmes restent à la cuisine, entendre le discours de Goebbels. Pour autant, elle est la première dame du régime, et ça, c'est vraiment revendiqué par la propagande et par Hitler. Hitler a besoin d'une femme intelligente, mais il ne peut pas être avec elle parce que justement elle est intelligente, et il a une femme en réserve qui ne l'intéresse pas, qu'il trouve stupide, qui est Eva Braun, et avec laquelle il ne veut pas s'afficher jusqu'au dernier moment. Donc il y a aussi ce paradoxe du regard posé par le nazisme sur la condition féminine. Je termine par ça d'ailleurs. Farine Persa et par vous, Michael Prazan, en quoi est-ce que pour vous, aujourd'hui, cette histoire de Magda Goebbels peut nous éclairer dans la situation de notre démocratie aujourd'hui?
Au-delà de la personnalité, de la singularité, voire du symbole que représente Magda Goebbels, je crois que les points communs avec un certain nombre, il y a des invariants qu'on retrouve dans un certain nombre de situations actuelles, et je vais mettre les pieds dans le plat, avec Daesh, il y a des évidences qui, pour moi, sautent aux yeux. Alors, si vous voulez, le mouvement de ces types d'idéologies, c'est à la fois le rejet et l'adhésion. Il y a le rejet d'un système, le nôtre, disons, et d'un système de valeurs. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il y a l'adhésion à un autre qui est, disons pour résumer, l'inversion totale de notre système de valeurs, où le meurtre devient légal, ou bref. Donc il y a un rejet. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas changé. Ça reste la société, ça reste la morale judéo-chrétienne qu'il faut abattre et qu'il faut pervertir et contre laquelle il faut se battre. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas tellement changé. Et quand on voit d'ailleurs l'enquête menée par l'Institut Montaigne sur les résonances du djihadisme dans la population qui se revendique musulmane en France, les auteurs de cette enquête avaient utilisé très justement le terme de sécessionnisme. Il y a avant toute chose à la racine un sécessionnisme, une sécession avec la France et les valeurs qu'elle représente. Et après cela, eh bien, il y a la transformation des individus en symboles. Et à partir du moment où les individus deviennent des symboles, eh bien, on peut les faire sauter comme des bâtiments, on peut les exterminer, etc. Il y a une déperdition du sens de l'humanité et qui deviennent elles-mêmes des cibles. Merci à tous les quatre. Je vais renvoyer à quelques ouvrages, notamment le vôtre, François Delplat. Je l'évoquais, les tentatrices du diable, Hitler, la part des femmes, c'était paru en 2005 à l'Archipel. Votre dernier ouvrage, Hitler et Pétain, Nouveau Monde Édition, c'était en 2018, l'an dernier. Je renvoie également à votre ouvrage, Gérard Haddad, Dans la main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme. C'était paru en 2015 aux éditions Premier Parallèle. Ça vient de reparaître. Ça vient de reparaître, vous faites bien de le préciser. Et quant à vous, Mickaël Prazan, je signale votre livre La Passeuse, qui est paru en 2017 aux éditions Grasset. Excellent week-end sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.